L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Au cours des précédentes émissions, Arnaud Maurice, directeur des régions sud de Mescar Gestion Privée, nous a expliqué comment mettre en place concrètement nos projets philanthropiques. Aujourd'hui, il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et vous nous détaillez les stratégies qui s'offrent à nous pour donner vie à nos projets. Alors, quels sont les dispositifs patrimoniaux qui existent ? On a en fait trois principaux dispositifs patrimoniaux qui aujourd'hui coexistent pour mettre en place son projet philanthropique. Alors, le premier que je citerai, c'est celui de la donation temporaire d'usufruit. Je pense qu'autant me souvenir qu'on a déjà un peu abordé ce sujet-là. En fait, il s'agit de transférer les revenus à un donataire qui va bénéficier donc des fruits de l'actif délivrant des revenus. Ça peut être des loyers d'immeubles, par exemple. Ça peut être des revenus de part de sociétés civiles de placement immobilier, les fameuses SCPI que je pense nombre d'entre vous connaissent. Et ça peut être aussi la donation temporaire d'usufruit de revenus ou de dividendes de valeurs mobilières. Donc d'actions, d'entreprises, d'obligations. Ça va être le premier dispositif patrimonial que j'évoquerai. Deuxième dispositif, ce sera celui de la transmission à terme, ou un legs à son décès pour une ou plusieurs associations, fondations, voire même la création d'une fondation. On peut parler du legs avec charge ou de la donation avec charge aussi, qui peut être combiné judicieusement et qui peut permettre en fait d'allier une démarche philanthropique et une transmission, notamment à quelqu'un qui est hors du périmètre familial. Et troisième et dernier dispositif patrimonial, ça va être celui de la création d'une structure philanthropique. Rappelez-vous, les fondations, les fonds de dotation, en amont par exemple d'une cession d'entreprise, ce qui permet d'accroître de manière relativement importante la portée de l'action d'intérêt général qui est envisagée par le futur ou l'actuel philanthrope. Quels sont les différents types de structures qui s'offrent à nous ? Alors ici encore, je vais avoir trois types de structures qui vont s'offrir aux philanthropes. Le premier, je vais parler de la FRUP. Alors joli acronyme pour parler de la fondation reconnue d'utilité publique. Alors pour parler un peu de cette fondation-là, il faut retenir que c'est quand même des structures qui sont adaptées plutôt à des projets de grande ampleur, qui ont un fonctionnement et un dispositif relativement rigide. Voilà, il faut aussi le dire pour une philanthropie personnelle ou familiale. Alors, quand je parle de rigidité, je pense notamment à la nécessité d'avoir un agrément administratif au préalable, d'avoir une dotation minimale non consomptible. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être consommé de 1,5 million d'euros, ce qui fait quand même un engagement important, et aussi des statuts types qu'il s'agit de bien respecter. Et point important, c'est que les FRUP en fait ne permettent pas aux fondateurs d'en conserver le contrôle exclusif. Donc on le voit, voilà, ça c'est les fondations reconnues d'utilité publique s'adressent vraiment à des projets plutôt très amples. Deuxième type de structure, on va avoir la fondation abritée. On parlera aussi de fondation sous égide. Donc ça, c'est un mécanisme quand même relativement plus souple et qui va permettre aux philanthropes de confier dans des proportions qu'il aura déterminées la gestion administrative de son action à une fondation que l'on va qualifier d'abritante. L'intérêt, il est relativement évident et assez important en fait, c'est que nous allons avoir notre philanthrope qui va pouvoir réellement se concentrer sur l'action qu'il souhaite soutenir et donc du concret à travers la sélection de projets financiers, à travers la rencontre des porteurs de projets et les visites sur le terrain. La fondation abritante, je vous rappelle, donc qui est au-dessus de la fondation abritée, peut accompagner cette fondation de son expertise sur les différents domaines d'action commune. Et nous parlerons en dernier type de structure du fameux fonds de notation qu'on avait déjà évoqué à de nombreuses reprises, qui pour mémoire est un véhicule quand même relativement récent, qui a presque 15 ans, un peu plus de 15 ans, puisque le fonds de dotation a été créé en 2008 et qui permet vraiment une certaine autonomie pour le philanthrope. Il pourra notamment, point important, en conserver le contrôle et il pourra totalement personnaliser le projet, ce en contrepartie bien évidemment d'une implication forte de la part du fondateur.
La création est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus rapide. Elle ne va nécessiter qu'un allotissement en capital de l'ordre de 15 000 euros à mettre en parallèle avec ce qui est demandé par une fondation reconnue d'utilité publique. J'en parlais tout à l'heure, où là on est sur des niveaux bien plus élevés. Donc 15 000 euros pour un fonds de dotation, même si, il faut le dire, en pratique, pour que le projet ait un sens et puisse être mené à terme, voilà, il faut en général y allouer des fonds supérieurs, soit par une dotation en capital, soit par une dotation en flux, comme on a pu le voir lors de l'émission précédente. Alors, quid des entreprises ? Alors, les personnes physiques créent effectivement de plus en plus de structures philanthropiques, mais les entreprises n'échappent bien évidemment pas au mouvement. Et il y a plusieurs motivations en fait que l'on retrouve de la part des entreprises et derrière du chef d'entreprise pour créer ce type de structure. Le premier que je citerai, ça va être l'engagement sociétal. Et en fait, on se rend compte, ce qui est une très bonne chose, que les entreprises souhaitent de plus en plus avoir un impact positif sur la société. Et cet impact positif, en fait, elles vont pouvoir le mettre en œuvre en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. On va retrouver les sujets d'éducation, les sujets de santé, d'environnement, de lutte contre la pauvreté, du sport, voilà, des sujets extrêmement variés. Donc, engagement sociétal en termes de première motivation. Deuxième motivation, ça va être tout ce qui va tourner autour de la responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE, voilà, dont on parle de plus en plus. Et là, dans ce cadre, pour les entreprises, en fait, la création d'une fondation va souvent s'inscrire dans cette démarche de RSE et cela va permettre à l'entreprise de démontrer envers ses partenaires, envers ses clients, envers la communauté locale elle s'engage envers le développement durable de la communauté. Troisième point, ça va être un travail sur l'image de marque. Toutes ces actions-là vont permettre à l'entreprise de renforcer son image de marque et de véhiculer une image positive, tout en renforçant sa réputation, là aussi, auprès de ses clients, de ses employés et du grand public. Autre point non négligeable en termes de motivation, c'est la fidélisation des clients. Si une entreprise souhaite soutenir ou décide de soutenir des causes qui résonnent avec leurs clients, indéniablement, cela va renforcer la relation avec eux et améliorer la fidélité de ses clients. Un point extrêmement important que moi je note lorsque je discute avec des chefs d'entreprise qui mettent en place des structures philanthropiques, c'est la motivation des employés. Très souvent, en fait, on constate que les employés sont fiers de travailler pour une entreprise qui s'engage pour des actions sociales, quelles qu'elles soient. Et cela, au final, améliore là aussi la fidélité des employés, c'est un point important, leur engagement, et cela contribue de manière non négligeable à maintenir un moral de bon niveau pour ces employés au sein de l'entreprise. Dernier point, j'en parle, même si je mets non pas un bémol, mais un point de vigilance, c'est l'optimisation fiscale. J'ouvrirai juste une parenthèse pour rappeler que l'optimisation fiscale ne doit jamais être le premier vecteur pour créer une structure philanthropique, que ce soit pour une personne physique ou une personne morale. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que la création d'une fondation pourra offrir certains avantages fiscaux à l'entreprise. Alors attention, en quelques mots, quelques lignes, comment résumer notre série d'émissions sur la philanthropie ? Bon, alors ça, c'est un sacré défi que vous me demandez de résumer en quelques mots la série de 6 émissions qu'on vient de passer sur la philanthropie. Je vais essayer, et ce qu'on peut dire avant tout, vraiment retenir, c'est que finalement, chaque parcours philanthropique est différent et va impliquer une planification minutieuse, une stratégie bien pensée pour que l'on puisse arriver à une philanthropie efficace. Donc derrière ça, c'est prendre du temps, prendre son temps pour parfaitement bien poser les tenants et les aboutissants liés à son projet philanthropique. Il faut comprendre ses priorités en fonction de nos valeurs propres de chacune des personnes concernées. S'il s'agit d'un projet unique, s'il s'agit d'un projet par personne, d'un projet thématique, d'un projet familial. Il faudra explorer toutes les possibilités en fonction des fameuses priorités objectifs, fonctionnement prévu, les ressources financières, humaines qui pourront être mobilisées, la stratégie qui doit être parfaitement bien définie et le projet qui doit être parfaitement bien adapté. Et bien évidemment, ne pas être seul dans le cadre de ce projet, donc se faire accompagner dans la structuration de son patrimoine, de ses revenus. Le but
je vous le rappelle, étant de mettre en œuvre efficacement et de manière totalement pertinente son projet. Donc, dernière phrase pour conclure, je rappelle l'importance de se donner du temps, de réfléchir en amont à son projet et encore plus lorsqu'il intègre par exemple la cession d'une participation ou d'une entreprise. Félicitations, merci, à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, merci à vous. Au revoir. C'était Arnaud Maurice pour l'Écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.